Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Ancienne DRH chez Shell, Solène Boquillon-Le Goisiou est la fondatrice de Soft Kids, une application qui aide les enfants à cultiver leurs compétences socio-comportementales. Membre du réseau Femmes Business Angels et secrétaire de l'association Digital Ladies, celle qui est identifiée par Forbes parmi les 40 femmes les plus influentes en 2022, nous explique comment le développement des soft skills est un levier essentiel pour gagner en légitimité et en confiance en soi. Deux piliers majeurs pour une prise de parole médiatique réussie. Bonjour Solène Boquillon-Le Goisiou. Pour commencer, pouvez-vous présenter votre parcours et votre expertise en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Solène Boquillon-Le Goisiou, je suis la fondatrice et CEO de Soft Kids, qui est une start-up dans l'EdTech/Deep Tech, c'est-à-dire qu'on développe un produit technologique qui est une application qui s'utilise à l'école et à la maison pour développer les compétences psychosociales des enfants, donc ce qu'on appelle les soft skills, à l'aide de la recherche scientifique et notamment des neurosciences. Avant d'avoir créé Soft Kids, j'ai une carrière de 15 ans de RH, DRH à l'international, notamment plus de 12 ans passés chez Shell, une entreprise anglo-néerlandaise, dans laquelle je me suis énormément épanouie parce que le mode de fonctionnement différait beaucoup de la culture française, notamment la manière dont la parentalité était portée en entreprise, l'équilibre vie pro-vie perso était au centre des valeurs de l'entreprise et de l'épanouissement du collaborateur. Donc j'ai adoré m'épanouir dans cette entreprise. Vous rappelez-vous de votre première prise de parole publique ? Alors ma première prise de parole publique, je dirais que c'est en CP quand je me suis présentée pour être déléguée de classe. Et en fait, j'ai été déléguée de classe toute ma scolarité. Jusqu'à la fac. Et donc, ma première prise de parole en public importante, ça m'est tout de suite revenu. J'ai été auditionnée par le Sénat et puis par l'Assemblée nationale quand j'avais 22 ans, parce que j'étais élue nationale auprès du ministère de l'Éducation nationale, donc élue étudiante, en charge de la réforme licence master doctorat, LMD. Et donc j'avais été auditionnée une première fois par le Sénat et une deuxième fois par l'Assemblée nationale. Et je me rappelle que c'était j'étais assez intimidée de l'endroit où j'étais, les personnes qui me posaient des questions et être sûre que j'avais la légitimité. Je me rappelle, j'avais acheté un tailleur pour l'occasion, alors que j'étais étudiante. Quelles étaient vos appréhensions à l'époque ? Alors déjà, à l'époque, j'étais la caution féminine. Alors je m'en suis rendu compte, je pense, ces dernières années. Mais c'est vrai que très souvent, on me disait « on va emmener Solène parce qu'il faut au moins avoir une fille ». Et donc, j'étais la caution féminine des déplacements. Enfin, je me rappelle, on avait eu un rendez-vous avec François Fillon, qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale. On devait être 4 étudiants. Évidemment, il y avait le président des élèves ingénieurs, le président des élèves pharmaciens, et puis le président des élèves en droit. Ils ont dit il faudrait qu'on mette une fille. Donc en fait, moi, j'étais présidente de l'Association nationale des étudiants en administration économique et sociale, ressources humaines. Et donc on a dit on va mettre Solène parce que comme ça, on n'arrivera pas à 4 garçons. Et donc j'avais un peu l'impression d'être la caution féminine. Et après, mes appréhensions, c'était justement d'être reconnue pour mon expertise. Et bien souvent, j'avais des remarques du type... par exemple, j'ai eu une remarque dont je me rappellerai toujours parce que j'avais réussi à négocier justement quelque chose avec le cabinet de Fillon concernant ma filière, alors que les autres filières n'avaient pas réussi à le négocier. Et donc, j'ai eu droit... ils ont fait ça pour tes beaux yeux, quoi. Et ça, c'est des choses qui restent un peu ancrées. Et donc, on se dit, il faut que je redouble d'énergie pour travailler et pour vraiment montrer que je suis une experte. Donc, j'ai passé beaucoup de temps
à rédiger des contributions, à les envoyer à l'AFP, enfin voilà, pour montrer vraiment que y avait autre chose que la fille qui était la caution féminine et qu'il y avait aussi quelqu'un qui était là pour être force de proposition, avoir des bonnes idées, écrire des choses, etc. Avez-vous des techniques, des outils pour vous préparer à parler en public, pour prendre confiance ? Moi, ce que j'essaye de faire quand j'ai une prise de parole, c'est déjà de savoir de quoi on va me demander de parler, et de retenir 3 points. Qu'est-ce que vraiment je veux que les personnes retiennent de cette prise de parole. Donc, par exemple, quand je vais sur un plateau télé aujourd'hui, que je vais parler de mon entreprise et en fait, moi, aujourd'hui, ce que je fais, j'essaie de faire de la démocratisation et de l'évangélisation sur pourquoi est-ce que c'est important de développer les compétences psychosociales des enfants dès le plus jeune âge. En fait, il y a des recherches scientifiques, il y a un impact sur la réussite scolaire, sur l'insertion professionnelle, sur le bien-être tout court. Et donc, en fait, j'essaye de montrer que, voilà, au-delà de juste avoir une entreprise, il y a un sujet sociétal, économique, et qu'il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut développer les compétences psychosociales des enfants dès le plus jeune âge. Et donc, quand je vais en plateau télé, généralement, je me dis pas, j'y vais pour vendre ma boîte. J'y vais souvent en me disant, je vais vendre mon expertise sur un sujet. Il y a quelque chose qui m'a énormément aidée aussi, c'est de faire le calcul de à quel point j'étais légitime de parler de ce sujet. Moi, je traite des soft skills depuis presque 15 ans. Ça a été dans mon cœur de métier pour les adultes et maintenant ça l'est pour les enfants. Et si en fait je rapporte le nombre par exemple de Français, donc on est 67 millions de Français, au nombre de personnes qui ont la compétence soft skill, si vous tapez juste soft skill dans LinkedIn, vous allez avoir 5000 personnes. Donc en fait je fais partie des 0,001% de personnes qui sont légitimes pour parler des soft skills. Donc ça m'aide. Et ensuite, voilà, je me positionne en tant qu'experte et après, je vois les 3 points dont j'ai envie de parler. Par exemple, je peux décider que je vais aller sur l'angle de la confiance en soi parce que pour moi, il y a un vrai enjeu en France sur, par exemple, le classement OCDE, PISA, éducation. La France est classée 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves. Donc, je vais partir sur cet angle-là. Et je vais dire, vous vous rendez compte comment voulons-nous que nos enfants réussissent s'ils n'ont pas confiance en eux ? Et donc, souvent, je vais chercher les chiffres. Déjà, ce qui est très important quand on veut se positionner en tant qu'experte, c'est de faire l'état de l'art de son sujet soi-même. Et je vais partir d'un chiffre et ensuite, je vais dérouler pour arriver à un call to action. Donc, il faut développer la confiance en soi de vos enfants. Dans vos travaux au sein de Soft Kids, remarquez-vous justement des différences entre les garçons et les filles sur la question de la confiance en soi ? À partir de 6 ans, une petite fille a moins confiance en ses compétences qu'un petit garçon. Et elle va déjà se dire qu'elle a moins de légitimité à parler qu'un petit garçon. Donc oui, il y a un vrai enjeu sur faire en sorte qu'on ait un positionnement éducatif qui soit le même pour les filles et les garçons, parce qu'on est encore dans le stéréotype de la petite fille bonne élève qui va être dans la classe, qui va être sage, qui va bien répondre aux questions. Alors que le petit garçon, on est dans le stéréotype de il va être bon, mais c'est pas grave s'il est turbulent. Enfin voilà. Au-delà de cette question de la confiance en soi, justement, quels sont les piliers de ces soft skills que vous développez auprès des enfants ? Alors il y a énormément de piliers. Enfin, faut savoir que aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande à tous les pays de développer les compétences psychosociales des enfants à travers le monde. En fait, ils recommandent d'avoir un accompagnement au développement des soft skills 2 heures à la maison, 1 heure en classe. Ça, c'est les recommandations. Et c'est l'OMS qui porte ce sujet parce que c'est un impact énorme sur la santé, et notamment la santé mentale, qui est un vrai sujet à travers le monde, qui a été mis en lumière par la pandémie. Et en fait, ils définissent il y a 3 domaines dans les soft skills. Le premier domaine, c'est les domaines cognitifs. Donc, par exemple, ça va être la confiance en soi, l'esprit critique. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui relève du relationnel. Donc, la capacité à collaborer, à trouver des solutions ensemble, etc. Et la troisième chose, c'est tout ce qui relève de l'émotionnel. Donc, savoir gérer son stress, développer sa résilience, etc. Donc, en fait, quand on prend ces 3 éléments qui constituent donc les compétences psychosociales ou soft skills, on va avoir un développement
des gens sur tous les points. Aussi bien on va travailler leur esprit critique parce qu'on est dans un monde où on est bombardé d'informations, on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est une vraie information de ce qui est une fausse. Donc ça va nous aider à naviguer dans ce monde qui bouge énormément. À côté de ça, on voit plein de choses aujourd'hui à la télé, par exemple les guerres, les maladies, etc. Donc il faut pouvoir accueillir émotionnellement tout ce qu'on voit. Et donc, ça nous aide en développant l'accueil des émotions, la résilience, ça nous aide à vivre au quotidien dans ce monde qui est plein de défis. Et dernière chose, si on veut trouver des solutions, sauver la planète, il faut qu'on collabore tous ensemble. Donc, c'est très important. Et concrètement, comment aidez-vous les enfants à développer ces compétences psychosociales ? Donc nous, on a 2 applications. Une application qui s'appelle Soft Kids for Family, où en fait, on va faire des mini-jeux à la maison en famille. Donc en fait, il y a un accompagnement des parents devant l'application qui vont aider les enfants à réfléchir sur eux, quel est leur niveau de compétence et de connaissance sur tel ou tel sujet. Et ensuite, on a une application pour les écoles, où là, en fait, ça va être des séances en classe avec l'enseignant qui va permettre de développer les compétences psychosociales. Donc, par exemple, là, on vient de gagner un appel d'offres pour accompagner 500 000 décrocheurs scolaires dans 8 académies. Parce qu'en fait, il y a des leviers, je donne souvent cet exemple. Quand votre enfant il est mauvais en mathématiques, vous avez tendance à aller chercher un professeur de mathématiques en soutien qui va faire du bachotage en maths. Or, aujourd'hui, la recherche nous démontre que souvent, en mathématiques, le problème, c'est un blocage. Et il faut travailler sur la confiance en soi, l'accueil des émotions négatives et la persévérance. Parce qu'en fait, quand on apprend, les émotions sont extrêmement impliquées dans notre processus d'apprentissage. Si notre cerveau il a ressenti une émotion négative la première fois qu'on a fait des fractions, il ne voudra pas retourner faire des fractions. Donc il faut lui apprendre à accueillir ces émotions négatives. Y a-t-il des modèles de femmes qui vous inspirent ? Je dirais beaucoup. Alors après, je ne sais pas si c'est parce que je suis chez Vox Femina depuis un certain temps, mais dès que j'ai un plateau télé, je regarde le nombre de femmes qu'il y a. Et je trouve que France 5 est très très bon sur la représentativité des femmes. Moi, je regarde tous les ces politiques. Et par exemple, il y avait encore ce week-end là, Anne Niva, reporter de guerre. En fait, je pense que c'est une des rares qui arrive et qui n'a pas de notes. Parce que vous verrez souvent les femmes, quand elles arrivent en plateau télé, elles ont toujours leur petit calepin, leurs notes, etc. Les hommes, souvent, ils arrivent les mains dans les poches. Mais je trouve qu'elle arrive à faire passer des bons messages. Et après, alors, j'ai pas les noms en tête, mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'expertes, notamment des ONG, des femmes qui travaillent au département économique à l'OCDE, qui arrivent vraiment à se positionner en tant qu'experte. Et même pendant la pandémie, il y a certaines personnes. Donc, avec mon mari, on est assez fans nous, de tout ce qui est émission politique. On aime bien regarder ça en replay en deuxième partie de soirée. Et souvent, on se dit, ouais, elle est bonne, elle explique bien, elle démocratise bien le sujet. Et ça, je pense que c'est important d'arriver à bien démocratiser le sujet quand on est expert. Parce que si on reste dans son expertise, on va trop jargonner et les gens, on va les perdre. Et diriez-vous qu'il y a une évolution positive quant à la place des femmes dans les médias ? Alors, je trouve que oui, mais je trouve que c'est pas partout. Je trouve qu'il y a, comme je disais, qu'il y a des chaînes, notamment la télévision publique, qui fait des efforts. Mais pareil, je suis assez fan d'économie. J'aime bien regarder BFM Business tous les matins. Je pense que ça fait 15 ans que je regarde Good Morning Business, etc. Mais quand je vois Nicolas Dose, des experts, qui parfois, certains matins, nous fait des plateaux 100% masculins, je me dis, mais... ok, je l'aime bien, ça fait 15 ans, etc. Ok, 2 fois dans la semaine, il essaye d'inviter une femme, mais c'est pas possible, quoi. Il y en a plein des femmes économistes. Moi, j'appelle ça... un peu comme le scandale là, de Emmanuel Macron qui part aux États-Unis avec la French Tech et qui fait une photo avec 8 mecs pour représenter la French Tech. J'appelle ça de la fainéantise. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que son cabinet s'est dit, bon, on doit emmener des gens de la French Tech. Bon, alors on va regarder, il y a le Next 40 qui est censé être le 440 de la French Tech. Comme il n'y a aucune femme dans le Next 40, et bien évidemment, ils ne pouvaient pas inviter des femmes. Donc,
Et ne pas avoir fait l'effort d'aller au-delà du Next 40, c'est problématique. Et je pense que c'est exactement la même chose dans les médias. On ne fait pas l'effort d'aller chercher. Et donc, on va toujours chercher les mêmes qu'on connaît bien. On sait que ça passe, il n'y aura pas trop de préparation. Et on ne va pas chercher la nouveauté parce qu'on est dans son confort. Parce que cette personne, si je l'invite, mais que je ne l'ai jamais invitée, que je ne sais pas comment elle va passer à la télé, etc., je prends peut-être un risque. Alors que les autres, je les connais bien, ça fait 10 ans qu'on fait des plateaux ensemble, et donc je prends moins de risques. Donc pour moi, c'est et de la fainéantise et de la prise de risque qui n'est pas faite, quoi. Le frein, c'est la première fois. Les femmes ont toutes plein de choses à dire. Moi, dès l'instant que je me suis enlevé le frein de me dire est-ce que je suis légitime pour parler ? En fait, moi, mon point, c'est qu'à chaque fois que je vais prendre la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, je suis très active par exemple sur LinkedIn, en fait, je me dis pas est-ce que les gens ils vont aimer ce que je dis, je me dis est-ce que ce que j'écris va parler au moins à une personne ? Est-ce que j'aurais aidé au moins une personne ? Et ne serait-ce que si j'ai aidé une personne, eh ben, je suis contente. Et je me dis pas, ok, les gens vont voir mon post, est-ce que les 100 personnes qui vont voir mon post vont trouver ça bien ou pas ? Pourquoi est-ce si important d'oser ? Il faut oser pour montrer la voie aux autres générations, aux autres femmes. Moi, je me dis que si j'ose prendre la parole, eh ben, d'autres oseront le faire. Et je pense que pendant les dernières décennies, on a eu des rôles modèles, on a eu des prises de parole, mais qui ne sont pas des femmes qui paraissent accessibles. Moi, je me positionne en tant qu'entrepreneuse qui a ses hauts, ses bas, qui galère, qui a 3 enfants, qui a une famille, qui a un équilibre de vie voilà, et je me positionne pas en tant que DG du CAC 40 qui a 3 personnes à la maison pour m'aider, etc. Et en fait, plus il y aura de femmes, je sais pas si on peut dire normales, mais qui se diront bah oui, je peux prendre ma parole dans le quotidien. J'ai pas besoin d'avoir tel ou tel poste ou telle casquette pour prendre la parole. Et plus les femmes prendront toute la parole sur les sujets et on arrêtera d'avoir une parole qui est monopolisée, on va dire, par les hommes. Et j'ai aucun problème à ce que les hommes parlent, parce qu'ils ont plein de choses à dire, sauf qu'en fait, ils vont pas forcément parler de nos sujets. Et on a aussi besoin de personnes qui parlent de notre sujet. On a besoin de femmes qui parlent de la santé des femmes. On a besoin de femmes qui parlent des besoins économiques des femmes. Et ça manque, parce que quand je vois encore là un plateau télé, là, c'était sur BFM, qui disait quel impact la réforme de la retraite a sur les femmes. Et en fait, on voit le plateau télé et il y a 7 hommes invités. Je veux dire, c'est pas 7 hommes qui vont venir parler de la réforme des retraites sur les femmes. C'est pas possible. Il faut plus de femmes qui prennent la parole sur certains sujets qu'on ne voit pas dans les médias parce que c'est des sujets portés par les femmes. Mais il faut aussi qu'il y ait plus de femmes qui parlent des sujets qu'on voit plutôt portés par les hommes. Je suis très heureuse de voir de plus en plus de femmes qui sont invitées sur les plateaux pour parler de la guerre, des stratégies militaires, où on n'avait pas trop l'habitude d'en voir, et je trouve que ça commence à bouger, et il faut que ça change parce que je pense qu'elles ont des perspectives qui sont différentes, et ça aide aussi à alimenter le débat d'idées, mais aussi à avoir des prises de vue et des visions qui ne sont pas que celles des hommes. Et votre mot de la fin, quel serait-il ? Voyez-vous par exemple des chantiers prioritaires à mener ? Après, moi, dans les chantiers prioritaires, au-delà des soft skills, le deuxième sujet sur lequel je commence à avoir une petite expertise là, depuis 2 ans, c'est l'investissement dans les entreprises portées par des femmes. Parce qu'on a un vrai déficit d'investissement. Il faut savoir que l'année dernière, il n'y a que 1% des levées de fonds qui ont été sur des startups portées 100% par des femmes. Or, les femmes sont surreprésentées dans les sujets femtech, éducation, care. Et en fait, elles ne trouvent pas d'investisseurs parce que ça ne parle pas aux hommes. Et je donne souvent cet exemple. Si j'ai 2 dossiers d'investissement devant moi, un qui va permettre de détecter le cancer de la prostate en 5 minutes et un qui va permettre de détecter le cancer de l'utérus en 5 minutes, comme je suis une femme, je vais avoir tendance quand même à investir dans le dossier du cancer de l'utérus. Et si on n'a pas plus de femmes qui investissent dans les femmes, on va se retrouver bloqué. Et dans un monde où le numérique et la tech sont partout,
on a besoin d'avoir aussi des projets tech pour les femmes qui sont soutenues financièrement. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai enjeu, un vrai sujet. Et puis pour finir, je pense qu'il faut vraiment libérer la parole des femmes et que chaque femme se dise qu'elle a quelque chose à dire. Je pense qu'on est toutes compétentes dans quelque chose, on a toutes des choses à partager de notre quotidien, de notre travail. Et il ne faut pas s'auto-censurer, il faut partager parce que, comme je dis, si même vous aidez une personne, vous aurez aidé une personne. Donc, stop à l'autocensure et partagez. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch and Talk, un podcast Vox Femina en collaboration avec A Priori, le média des décideurs.